Salut tout le monde. Salut Catherine. Salut Pablo. Salut à toutes et à tous. Petit débrief hebdomadaire. On va vous parler du monde, on va vous parler de l'Europe, on va vous parler même de la Chine peut-être. Mais d'abord, on voulait vous parler du PLFSS, le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Bref, on va vous parler du Parlement. Là, on enregistre vendredi à 15h et vient d'être adopté à l'Assemblée nationale en seconde lecture le volet recettes du projet de loi de finances de la sécurité sociale, c'est-à-dire la première partie. Après, tu auras le volet dépenses de la sécurité sociale, et puis après, tu as le projet de budget de l'État, recettes puis dépenses. C'est un peu une surprise, j'avoue, puisque pendant toute la semaine, il y a une petite musique qui a pris de plus en plus de force, qui est devenue de plus en plus tonitruante, qui allait vers le rejet en fait du volet recettes, ce qui aurait derrière empêché le débat sur le volet dépenses. Pourquoi il y a eu cette petite musique ? D'abord parce que les différentes forces politiques en présence à l'Assemblée nationale montrent de moins en moins de volonté de travailler ensemble et de réussir à se mettre d'accord sur quoi que ce soit, notamment les forces dites du bloc central, c'est-à-dire celles qui participent au gouvernement, plus les républicains, plus les socialistes. Eux, ils n'avaient pas l'air de vouloir... Ils n'avaient plus l'air de vouloir se mettre ensemble. Et puis, au milieu de la semaine, il y a eu une sortie qui a fait beaucoup de bruit. C'est celle d'Édouard Philippe, le président d'Horizon, donc qui a un groupe qui est une des constituantes de ce bloc central, qui participe au gouvernement. Édouard Philippe qui a dit, écoutez, en l'état, puisqu'il y a une augmentation des impôts et que la trajectoire de dépenses publiques n'est pas la bonne, sous-entendu, il y a trop de dépenses, Plus la retraite. Plus la retraite, exactement. Ça fait partie de, genre, ça enlève des recettes et genre... Oui, mais c'est un marqueur du projet d'Édouard Philippe. Exactement. Et donc, il a dit, puisqu'il y a ça, les députés Horizon vont soit s'abstenir, soit voter contre le budget. Et alors là, ça a été vent de panique au gouvernement, vent de panique à Matignon. Il fallait absolument rectifier le tir jusqu'à jeudi soir, date à laquelle devait être voté, en théorie, ce budget, ce volet recettes du PLFSS. On pensait qu'il allait être rejeté. Et puis, tour de magie, Sébastien Lecornu fait une interruption de séance à 18h ou à 18h30. Il dit oui, une demi-heure d'interruption de séance. Très bien, ça dure 2h30. Il s'enferme, comme dans la Java des bombes atomiques, dans un petit bureau, avec Laurent Wauquiez, Gabriel Attal, etc. Enfin, tous les gens du bloc central. Et puis, ils se mettent d'accord, il revient, puis il a un super amendement à proposer, qui allait être discuté 2 heures après. Un amendement qui diminuait l'assiette de la CSG. Alors, la CSG, c'est un impôt un peu compliqué, puisque, quand même, vous rappelez qu'une partie de la gauche était contre l'idée même de cet impôt, mais que, maintenant, cet impôt existe, et que les socialistes voulaient son augmentation pour ramener dans les caisses de l'État 2,8 milliards d'euros. Et bien sûr, la droite, à commencer par les LR, disait, et Horizon d'ailleurs, surtout pas, on peut pas augmenter les impôts, en plus ça va toucher plein de gens, les épargnants, les propriétaires, les machins, etc. Donc, la proposition de Lecornu, c'est de dire, on va quand même augmenter cette CSG, mais on va sortir de l'assiette les valeurs foncières, les revenus sur les multipropriétés, l'assurance vie, etc. Le PEL. Donc ils disent, en gros, l'argumentaire était de dire, nous allons épargner les petits épargnants. Voilà, c'est ça le vocabulaire de Sébastien Lecornu. Et là, du coup, la droite, Horizon et compagnie, ils ont « Ah, c'est bon, ça, on peut l'accepter puisqu'ils ont sauvé les petits épargnants. » Par cette pirouette parlementaire, ce petit carte sortie de la manche de Sébastien Lecornu, eh bien, contre toute attente, ils ont réussi à se mettre d'accord, c'était en début d'après-midi vendredi, sur le volet recettes du PLFSS, augurant
la possibilité, permettant en fait que ça puisse continuer son petit bonhomme de chemin à l'Assemblée nationale et qui vote le volet dépenses. Ça s'est voté, et après je te laisserai la parole, ric-rac. Il y a eu... ric-rac, quand même. Bon, je sais, on a eu ce débat tout à l'heure. Ouais, mais il y a eu 140 voix contre et 166 pour. Donc il y a 26 voix de différence, sachant que ça laisse 230 députés, plus de 230 députés, qui n'ont pas participé au vote à ce moment-là. Des députés qui sont... Il y a eu une grosse mobilisation de Renaissance, mais sinon, il y a des abstentions, et du Parti Socialiste, mais sinon, il y a une relative abstention qui se retrouve dans tous les partis, dans tous les autres partis politiques. À noter que le Parti communiste et la France insoumise et le Rassemblement national, pour les députés qui étaient présents de ces partis, ont voté contre. Et les écologistes. Et les écologistes, pardon. Et les écologistes ont voté contre. Voilà. Oui, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'à partir du moment où les écologistes prenaient aussi la décision de voter contre et qu'on n'avait pas d'incertitude sur le vote de Horizon, l'idée que ça pouvait ne pas passer était quand même une hypothèse assez forte, mais comme tu l'as dit, ils ont gagné au différentiel de présence et de participation. C'est-à-dire que Renaissance et le Parti Socialiste ont... étaient très présents au moment du vote, les autres l'étaient beaucoup moins, et notamment parce que ce vote s'est passé le vendredi alors qu'il devait avoir lieu le jeudi, ce qui fait que beaucoup de députés étaient déjà repartis en province. Ceci étant, cette explication, elle aurait pu valoir également pour le PS et Renaissance, et ça n'a pas été le cas. Donc, ce que je pense, c'est que ce qui est compliqué dans ce vote, d'abord, c'est que il n'y a pas d'explication claire du vote pour ou contre de la part de la gauche. Moi, c'est ça qui me frappe, c'est que qu'est-ce que les gens qui votaient contre, pourquoi les gens qui ont voté contre ont voté contre ? C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'il y a quand même eu dans ce volet-là le report, on en a déjà discuté, décalage, report, etc., de la réforme des retraites, qu'il y a eu ce compromis, mais qui malgré tout se traduit par une augmentation de 1,5 milliard d'euros, donc qui sera une assiette moins large, mais il y a une augmentation de la fiscalité pour abonder les caisses de la sécurité sociale au travers de la CSG. Donc les socialistes avaient proposé que ce soit sur une assiette qui ramenait 2,8 millions, et ça n'en ramènera que 1,5 million, mais c'est quand même mieux que rien. Et puis, je ne sais plus ce que c'était d'autres trucs. Voilà, il y avait quelques petites choses comme ça qui laissaient entendre que finalement c'était moins. Oui, il y a pas eu les franchises médicales ont été supprimées alors qu'il devait y avoir ces franchises médicales. Donc il y avait un certain nombre de mesures dont on pouvait se dire finalement au jeu du compromis, d'accord, c'est pas terrible, mais c'est quand même moins pire que rien. Et moi, ce que je trouve, c'est que l'explication de vote en fait se perd dans les sables. Tout est tellement confus et tellement compliqué que on ne sait pas, en dehors du principe de on vote contre parce qu'on est contre le gouvernement, ça c'est pas mauvais de le rappeler, mais enfin ça suffit pas quand même, il faut quand même être capable d'argumenter un peu plus profondément. Je trouve que ça ne s'est pas beaucoup entendu. Si je puis me permettre, parce que moi j'ai écouté et lu ce qu'avaient dit les différents orateurs pour justifier le vote. C'est Adrien Clouet qui a pris la parole pour la France Insoumise. En gros, ce qu'il a dit, c'est nous allons voter contre parce que il manque des milliers d'euros à ces recettes. Des millions et des milliards, quoi. Il dit des dizaines, peu importe. Des dizaines de milliers ? Oui. Mais non. La phrase exacte, c'est, je te la lis tout de suite, vous nous présentez des recettes de sécurité sociale dans lesquelles il manque des dizaines de milliers d'euros. Bon, d'accord. Voilà, c'est la phrase qui est rapportée par Le Monde. Des dizaines de milliers d'euros. Bon, peut-être que c'est un lapsus et qu'il voulait dire millions. Oui. Et il dénonce le fait que les grandes fortunes ne sont pas mises à contribution. Voilà, c'est ça son axe principal.
pas assez de recettes, grande fortune pas mise à contribution. Ce qui est intéressant, c'est Jérôme Guedj, qui a pris la parole pour le Parti Socialiste. Lui, son argumentaire, c'est de dire, quand que je le retrouve, voilà, il faut adopter cette partie du PLFSS pour nous permettre de débattre des sujets relatifs aux dépenses de la sécurité sociale. C'est clair, c'est-à-dire qu'il ne se prononce pas tellement sur le fond, mais il dit juste, comme ça on pourra avancer. Et je trouve que celui qui résume le mieux en fait ce qui s'est passé, c'est Yannick Monnet pour le groupe communiste, qui dit il y aura du pour, il y aura du contre dans des proportions à peu près équivalentes. Dans les votes communistes. Dans les votes communistes, mais en fait il sous-entend aussi qu'il parle de ce qu'il y a dans le budget en fait, des propositions qui sont présentes dans le budget. C'est-à-dire c'est exactement ce que tu dis. Il y a du lard et du cochon. C'est voilà, genre. Voilà, et donc alors j'en viens donc là maintenant à mon point. En fait, une fois que toute cette périphérie a été dessinée, c'est qu'en fait le problème c'est que quelle est la logique profonde de ce budget et de l'autre budget et en fait de la politique globale, c'est qu'en fait on continue profondément de penser que tout ça ce sont des coûts qu'il faut maîtriser, réduire, rationaliser, etc. Alors concrètement pour ce qui concerne la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'on considère que il faut le budget de la sécurité sociale va augmenter de 1,6%, c'est-à-dire d'exactement l'inflation, alors que les estimations qui sont justes, le vieillissement de la population disent qu'il faudrait l'augmenter de 4% et qu'il faudrait donc aller au-delà, c'est-à-dire vers 5% probablement d'augmentation, si l'on voulait commencer à rattraper un peu l'état désastreux d'un certain nombre de secteurs. Ce n'est pas vrai de tous les secteurs, mais par exemple les urgences à l'hôpital qui sont en mauvais état, c'est notamment la médecine de ville qui doit être de nouveau reconstruite. Donc on se dit que mais là, ce n'est pas comme ça que ça a été abordé. On a un budget, il faut l'économiser, il faut réduire les coûts. Et alors, quand tu es simplement, tu calcules, tu te dis j'ai 10 francs dans ma poche, il faut que je fasse un budget avec 10 francs dans ma poche, enfin même 10 euros. Il n'y a absolument aucune vision de dynamique d'une société. C'est-à-dire qu'il y a, non seulement on accepte d'entrée de jeu d'être en dessous des besoins estimés, juste le vieillissement de la population fait que ça va augmenter et que ça a pour conséquence que le déficit de l'hôpital va encore s'aggraver, que probablement, comme l'année dernière, du temps de François Bayrou, on va voter de l'argent en plus en cours de route parce que ça ne tient pas, parce qu'ils ont voté 1,1 milliard et quelques, peut-être 1,4 milliard en cours de route pour conforter le budget parce que ça n'avait pas suffi. Donc on sait qu'on vote un budget insincère, qu'on vote un budget en dessous des besoins, qu'on va continuer d'aggraver le déficit des hôpitaux. Donc ça, c'est un premier aspect ça ne tient pas debout, leur truc. Mais le deuxième aspect, c'est qu'en fait, on continue d'être dans une logique de penser l'avenir de notre pays, de sa gestion, de ses deniers publics, qui est sans aucun rapport avec l'idée de la prospective du développement. Ça nous ramènera à notre discussion de tout à l'heure sur l'international et le voyage du camarade Macron en Chine. Et pour aller exactement dans ton sens, je trouve que le renversement en fait de la partie recette du PLFSS va être rejetée à finalement il est adopté, se fait sur un amendement sur on va sortir le PEL de l'assiette de la CSG. Non mais en fait je sais pas si tu te rends compte de la médiocrité en fait, c'est minuscule. En fait, c'est microscopique. Exactement. Et c'est-à-dire que là, pour le coup, je sais que c'est très péjoratif de dire, mais de la politique politicienne, du truc sur des bouts de table, où on se met d'accord, où on récupère des vagues totems, où on dit, bah voilà ce qu'on a gagné, t'en as fait la liste tout à l'heure, et puis d'autres qui disent, bah voilà ce qu'on a perdu, etc. Enfin, et à la fin, l'architecture globale de la direction, en fait, qui est portée, moi je dirais, qui est portée par le budget en général, mais aussi la cohérence, en fait, de chacun des groupes politiques, est complètement dilué. Genre, je ne sais plus, je ne sais pas exactement qui et pourquoi, quel modèle de société en fait il propose. Et
moi, je pense que, au fond, tout a été résumé dans un vote sur le projet de loi de finances, cette fois-ci du budget, où vous aviez un seul député qui avait voté pour le volet dépenses, et que tous les autres avaient voté contre. Et ça disait bien, si on revient en fait à l'esprit, tu vois, de ceux qui votent le budget et pour le gouvernement, qui ne le votent pas et contre le gouvernement, bon bah en fait, on a 576 députés qui sont contre le gouvernement. Et je ne vois pas comment est-ce qu'on peut encore continuer avec 576 députés qui sont dans l'opposition. Ce n'est pas possible. Oui, alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on peut aussi se dire, c'est que c'est comme le terme que tu as employé me paraît juste, c'est dilué, c'est-à-dire qu'on ne retient pas, on ne comprend pas les logiques qui émergent. Même ceux qui essayent de tenir un peu un cap et de s'en tenir à une ligne politique, c'est à peu près illisible. Et dans ceux-là, dans ceux qui essaient de tenir un cap, que je sois d'accord ou pas avec leur cap, je pense à Édouard Philippe, qui, lui, avait essayé parce que lui, il essaye de se positionner et de rendre tangible une orientation politique qui va être la sienne lors de l'élection présidentielle. Et donc, en gros, le monsieur, il dit il faut qu'on travaille plus longtemps, 67 ans probablement, c'était ça qu'il avait commencé à dire il y a quelques mois. Il est pour faire des économies avant de commencer à penser la question des dépenses. Donc lui, le fait d'augmenter le budget, ça ne lui convient pas. Lui, ce qu'il pense, c'est qu'il faut réduire les dépenses et c'est ça le centre de sa proposition. Donc il avait une certaine cohérence politique par rapport au projet qu'il porte ou qu'il va porter. Et puis là, c'est pareil. Pouf, ça c'est d'un seul coup, ça s'est écroulé. Donc ce qui est quand même assez étrange. Mais par ailleurs, Oui, comme si son seul truc, c'était le PEL. Oui, c'est ça. C'est genre vraiment, ce sera le sauveur du PEL, Édouard Philippe. Bon, et en même temps, ce que je pense, c'est que ça traduit aussi la problématique dans laquelle se trouve la droite, qui pour l'instant ne trouve pas de base de cohérence politique pour pouvoir s'affirmer et s'imposer. Parce que la cohérence politique d'Édouard Philippe, elle n'est pas très solide, parce que ça a été assez mal pris du côté de la droite, le fait qu'il remette en cause le mandat présidentiel d'Emmanuel Macron et qu'il appelle à ce que Macron s'en aille plus vite. On lui reproche de vouloir faire le bazar et d'être un semeur de chaos, d'être un oiseau de mauvais augure et qui veut provoquer le chaos dans la France. Donc en fait, même lui, il a du mal à retrouver un positionnement politique. Et l'autre enjeu pour la droite, c'est que Édouard Philippe se positionnant de cette manière, ça poussait encore plus les LR du côté à radicaliser encore plus leur point de vue. Alors du coup, tu avais le groupe central réduit absolument aux acquets, c'est-à-dire que tu n'avais plus que le Modem et Renaissance qui étaient là et tous les autres gambadant dans la campagne pour préparer leur élection présidentielle, avec Retailleau qui est reparti faire le tour de France et Édouard Philippe qui essaie de trouver quel est son axe de position qui est très à droite, ça tout le monde a très bien compris, et en même temps, dans ce très à droite, il ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'il n'est pas tellement bien suivi et pas tellement bien compris. Et donc pour l'instant, c'était hier, je crois, je faisais une discussion avec Zemmour, qui est le rédacteur en chef politique du Figaro, et je lui disais, mais alors c'est qui le candidat de la droite ? Parce que si Édouard Philippe se casse la gueule et il me dit la droite n'a pas de candidat. Enfin, je veux dire, pour l'instant, la droite n'a absolument, c'est le rédacteur en chef du Figaro, il te dit la droite n'a pas de candidat. Ils sont absolument à poil et même en vérité, le candidat de la droite, ce qu'il m'a dit, c'est Bardella, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une situation vraiment inquiétante. Hein. Parce que en vérité, il y a deux logiques, je pense, qui s'affrontent dans, on va dire, chez les socialistes à Renaissance, enfin, chez les socialistes à Horizon et chez LR, mais aussi chez le Modem et chez Renaissance. C'est la logique de il faut quand même que j'ai une identité politique, que je l'affirme, que je la construise, que je fasse comprendre aux Français, que l'on fasse comprendre aux Français quel est notre projet pour la France. En distance de Macron. En distance de Macron, ce qui est compliqué. Fondamental. Et une autre logique qui est très puissante. Enfin, moi, quand on le voit sur les plateaux avec les gens de ces partis-là ou ceux qui les soutiennent, la logique de
nous ne voulons pas être les responsables de l'instabilité. Et donc, à ce titre-là, genre, la question du compromis, en fait, est centrale. Et parfois, passe au-dessus, en fait, de la question des intérêts du projet et de la construction de ce projet. Et je vois, il y a un conflit, genre, lorsque je parle avec un monsieur comme Jean-Sébastien Ferjou, qui est, genre, le patron de Atlantico, qui est vraiment bien à droite. Libéral. Très libéral. Mais pas facho. Non, libéral, pas facho. Et donc, genre, Ferjou, il est là, genre, je vois qu'il te dit, genre, il faut absolument un budget. Genre, c'est la chose la plus importante. Si nous n'avons pas de budget, ça va être, genre, les 7 plaies d'Égypte. Et en même temps, il te dit dans le même temps, ce n'est pas possible d'avoir un budget où il y a plus d'impôts, où il y a plus de dépenses, etc. Tu vois, c'est des choses contradictoires. Donc, je dis, bah oui, pourquoi pas un budget, mais avec plus d'impôts, plus de dépenses. Enfin, et là, il est là, non. Tu vois, et genre, je vois que ces deux choses s'affrontent sans véritable, genre, ça dépend en fait de quoi il parle, à quel moment il parle, et il n'est pas responsable politique. Mais j'imagine en fait que lorsque Édouard Philippe ou je ne sais qui, tu vas aller dans le bureau avec Attal, etc. Il doit se dire, putain, j'ai une cohérence, mais en même temps. Si jamais je vote contre le budget, genre, toute la droite va dire c'est de ta faute, en fait, si on passe par une loi spéciale qui, en gros, ne plaît à personne, puisque c'est la reconduction du budget d'avant sur l'année d'après. Et genre, ça, personne n'en veut. Et genre, le fiasco, la débandade, le chaos, par l'absence de budget, ça leur fait peur. Et donc, ils ont ces deux choses-là. Et en fait, en fonction des moments, il y en a un qui prend la place, le pas sur l'autre. Mais du coup, c'est pas très lisible. Oui, ben, tu as un peu la même question chez les socialistes. Hein. Exactement, chez les socialistes, c'est pareil. Je veux dire, c'est beaucoup plus clair à droite, parce qu'eux, ils sont aux affaires et ils ont la responsabilité de faire qu'il y ait un budget qui soit adopté, enfin, d'une manière ou d'une autre, ou imposé. Les socialistes aussi pensent que c'est très important de parvenir à ce budget. Et que d'ailleurs le chiffre par exemple qui est repris en boucle l'année dernière, ça a coûté 11 milliards qu'on n'ait pas adopté de budget, ce qui est complètement dingue parce que c'est l'idée, enfin si tu veux c'est parce que c'est comme le budget prévoyait 11 milliards d'économies et qu'il n'est pas passé, alors ça nous a coûté 11 milliards. Tu vois, c'est pas en soi le fait d'adopter le budget un mois après qui coûte 11 milliards, c'est le fait que le budget qui était la reconduction de l'année précédente a fait que, par exemple, les pensions de retraités, des retraités qui devaient être gelées, comme ça n'a pas été gelé, ça a coûté de l'argent. Donc ceux qui te racontent, ça coûte de l'argent de pas voter le budget, en fait ils te disent pas, ils te font comme si c'était en soi de ne pas voter le budget, alors que en fait c'est parce que c'était un budget moins austéritaire, j'allais dire, celui qui précédait à celui qui a été proposé l'année dernière. Tout ça mais c'est d'une complexité qui fait que ça perd tout le monde. Et moi je trouvais que vous en avez fait une brève dans la newsletter d'hier, ce sondage du Cevipof. Je le trouve vraiment intéressant et j'avais juste envie de vous le signaler. C'est une étude qui est faite tous les 5 ans et depuis plusieurs, ça fait un moment qu'ils font décennies. Voilà, que le Cevipof fait cette enquête et elle demande aux Français qu'est-ce qui vous inquiète le plus, quels sont vos sujets de préoccupation. Elle ne propose pas une liste, donc c'est open, c'est spontané. Ce qui est très intéressant parce que du coup c'est vraiment, c'est pas le discours, Et là, tu as un Français sur 3 qui a répondu la vie politique. C'est-à-dire que la première préoccupation des Français aujourd'hui, c'est la vie politique. C'est-à-dire qu'ils considèrent, et on peut vraiment les comprendre. Avant, juste dans les précédentes études, c'était en fonction le pouvoir d'achat, la dette, le chômage, l'immigration. Longtemps le chômage, etc. Ouais. Oui, on a pu voir se déplacer comme ça les hauts et les bas, le chômage remplacé par le pouvoir d'achat. Et là, cette fois-ci, c'est 1 sur 3, ce qui est vraiment très très haut, quoi. C'est beaucoup plus haut que ne l'était le chômage au moment où le chômage était très fort. Donc c'est quand même, ça devient un phénomène massif et qui est corrélé avec, qui se déploie sur 3 registres. C'est l'affaiblissement de la figure du président de la République, donc l'impression qu'il y a un bonhomme
qui est à la tête de l'État, qui est absolument insaisissable, illégitime et tout ce qu'on voudra, premièrement. Deuxièmement, le problème des institutions qui ne fonctionnent pas. Donc, avec tout ce que l'on sait de ces premiers ministres qui démissionnent et qui sont renommés, de cette Assemblée nationale qui fonctionne à coup de 49.3, puis plus de 49.3, et donc on ne sait pas comment s'en sortir. Et puis le Premier ministre qui n'est pas nommé en fonction du premier groupe à l'Assemblée. Enfin bref, tout ça a fait que des gens Et troisième élément, une déconsidération du personnel politique, des députés, et enfin, ce qui est qu'on entend beaucoup, c'est les députés sont des irresponsables. C'est-à-dire que le fait de chercher à avoir une cohérence politique, d'abord ça se passe mal, ça s'entend mal, et ensuite ça apparaît comme c'est des caprices, c'est des égos, c'est du n'importe quoi, et ce qu'il faut c'est faire de la bonne gestion, trouver des compromis et voter des budgets, quoi. Voilà. Et faire de la politique, ça devient péjoratif, en fait, d'exprimer un vote, par exemple, contre un budget qui n'est pas un budget acceptable, c'est incompris et décrié, dénigré, incompris, je pense, fondamentalement, et créer de l'angoisse, du stress. Et c'est vrai que nous, là, je vais rebooter sur nous des questionnements qu'on a souvent sur la responsabilité des journalistes. Parce que c'est vrai que nous, sur les plateaux que l'on fréquente, moi, quand j'écoute ou bien la radio ou quand je lis Le Monde, parfois, en fait, je vois poindre chez les journalistes en fait qui traitent de ces sujets-là, l'idée selon laquelle la chose la plus importante ce serait d'avoir un budget, et que exactement ce que tu dis, si tu ne votes pas le budget, si tu ne cherches pas le compromis avec qui a un projet qui est genre rigoureusement le contraire du tien, eh bien t'es un irresponsable et ce sera de ta faute et ce sera le chaos, etc. Eh ben je pense en fait que ces journalistes en fait qui traitent avec légèreté les positionnements et les idéologies des uns et des autres, et les idéologies c'est pas un gros mot en fait, enfin c'est genre avoir des combats, porter la cohérence d'un projet politique, eh bien participent de la délégitimation de ce personnel politique et donc de la politique en général. Parce qu'en gros, la conclusion, moi, lorsque sur un plateau, sur les plateaux de télé que je fais, on me dit genre, mais quand même, enfin, faut bien voter un budget, faut bien qu'ils se mettent d'accord, et genre, ils donnent la prime au compromis. Mais en fait, la logique derrière ça, c'est de dire, pourquoi avoir un personnel politique qui vote à l'Assemblée nationale ? C'est vrai ça, on pourrait avoir une administration genre qui décide d'un budget, et puis genre pas besoin de vote, pas besoin de représentation nationale, et puis genre et c'est eux qui décident, tu vois, genre ce serait peut-être plus simple, tu vois, genre même pas de 49.3, tu vois, genre rien, genre on ne le vote pas. Eh bien ça, je pense que ça abîme l'idée de démocratie dans notre pays, et ça abîme durablement la politique. J'en finis sur un point, on parle souvent des conséquences négatives que de ne pas avoir de budget, ces 11 milliards dont tu parlais l'année dernière, etc. Avoir un budget pourrait aussi avoir des conséquences très négatives. Avoir un budget qui n'est porté par personne, que personne n'est capable de défendre, en fait, sur le fond. C'est-à-dire, ça pourrait avoir des conséquences désastreuses en mode, de toutes les façons, tous ces gens-là qui se sont finalement mis d'accord alors qu'en fait ils se détestent. En fait, tout ça c'est du théâtre. Tout ça, ces gens n'ont aucune cohérence politique, donc que te vayan todos. Enfin, qu'ils s'en aillent tous, tu vois. Enfin, tu peux avoir. Il y a un effet de système en fait dans la recherche absolue de ce compromis entre gens qui ont des idées diamétralement opposées, qui, à mon avis, surtout vu la cote de défiance des politiques qui est rappelée notamment dans cette étude du Cevipof, fait que, à mon avis, tout ça va tourner très très mal. Oui, et dernier petit point sur cette histoire de ce sondage du Cevipof qui montre à la fois l'inquiétude, mais c'est une inquiétude qui n'est pas de même nature que d'être préoccupé par le pouvoir d'achat ou le chômage.
ou l'insécurité ou tout ce que vous voudrez. Là en l'occurrence, c'est du méta. C'est-à-dire qu'en fait, on est inquiet parce que ce truc qui normalement doit nous donner les moyens de régler le chômage, l'insécurité, le pouvoir d'achat, je sais pas quoi, l'écologie qui reste toujours au fin fond du classement de toute façon, mais c'est ce truc-là qui ne fonctionne pas. Et c'est très inquiétant, c'est très angoissant, et par ailleurs, je pense que c'est très délétère pour un pays comme la France, parce qu'en fait, on sait bien que les Français se considèrent comme unis par la chose politique, par la citoyenneté, par le débat politique, par la démocratie, par la conflictualité, etc. Enfin bon, tout ça, c'est ça qui fait l'histoire de la France, qui fait que nous sommes un peuple qui n'est pas un peuple défini par sa race, sa religion, même simplement son histoire, mais par un projet. Si ça ne tient pas, je pense que l'inquiétude, ça attaque quelque chose ça contribue à faire tomber notre pays un peu plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas les ressources pour régler le problème, et en plus, ça atteint ce que c'est qu'être français, ce que c'est que la France. Et voilà, je trouve que là on est, et en ce sens, on se le disait juste avant, Pablo et moi, c'est un truc assez bizarre, mais tous les deux sur les plateaux, sans qu'on se soit concerté d'ailleurs, on a fait ces derniers jours des plateaux où tous les deux, on a défendu Édouard Philippe, absolument tout seul. On est les seuls à tout le monde trouve que genre Édouard Philippe était un tartignol parce que genre il cherche pas à tout prix genre le compromis de tout et n'importe quoi. Oui, moi je pense que c'est totalement cohérent avec ce qu'il avait énoncé il y a 2 mois en disant la France est dans une crise politique majeure et on ne va pas s'en sortir si on ne retourne pas aux urnes. Et là, c'est tout à fait ça qui est en train de se passer. C'est qu'en fait, on est en train de chercher des rustines et des petits machins pour faire tenir un peu plus la boutique, sauf que la boutique ne tient pas et qu'on est en train de s'effondrer. Et lui, vous pensez bien que c'est vraiment pas notre cam, Édouard Philippe. C'est pas notre cam sur le plan des idées, sur le plan du positionnement politique qu'il est en train de prendre, que moi je crois qui aggrave la situation, parce qu'en fait il se positionne de plus en plus à droite sur tous les sujets. On voit que c'est lui qui a fait partie de ceux qui ont voté avec le Rassemblement National sur la question de l'Algérie, la question de la remise en cause de l'accord avec l'Algérie. Ils franchissent de plus en plus de portes vers la droite la plus radicalisée. Donc c'est tout à fait un mauvais signal. Mais tu te dis, un mec, que moi je ne croyais même pas qu'il était comme ça. Tu vois, je le trouvais évanescent, un peu comme Juppé, c'est-à-dire quelqu'un qui pense qu'il est tellement brillant qu'il n'a même pas besoin de faire campagne et que tout le monde va venir le chercher. En fait, je trouve qu'il montre un peu plus de tenue politique. C'est pas sûr qu'il va gagner, mais lui, il dit quelque chose qui tient debout, quoi. Par rapport à tout le reste, tout le reste, je parle de la droite, là, je suis pas en train de porter jugement sur la gauche, parce que sur la gauche, c'est pas tout à fait incohérent les uns et les autres. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est pas n'importe quoi. Mais à droite, je veux dire, les LR, ils sont complètement azimutés, voilà, bref. Donc voilà. Retailleau fait des pétitions. Tous les deux, on a défendu le fait que, oui, c'est possible de s'opposer à un budget quand on pense que c'est pas ça qu'il faut pour le pays, quoi. Voilà. Alors, au rang des inquiétudes, de nos inquiétudes, mais je pense des inquiétudes de beaucoup, il y a aussi la question de l'Europe et la question j'allais dire pas de son effondrement, mais de sa l'Europe tâte dans le noir là. Enfin, je veux dire, elle est plus du tout ni aux avant-postes de rien du tout. On a l'impression qu'elle a perdu toute volonté il ne s'agit pas d'agir au premier rang, mais au moins juste d'avoir une direction. C'est un peu comme la France finalement. C'est-à-dire que qu'est-ce que cet agrégat en fait d'États qui commençait à avoir une histoire commune faite de heurts, d'accélération, ça va pas dans le bon sens, c'est pas l'Europe sociale, mais c'est l'Europe des machins, il y a pas d'Europe des peuples. Enfin, il y avait de la recherche. Là, il y a une espèce de contraction en fait de la place de l'Europe en tant qu'entité politique. Qui est aussi vertigineuse que ce dont on parlait pour la France.
peut-être que je te laisse parler de ça, parce que toi, c'est quelque chose qui t'inquiète particulièrement. Ah bah oui, non, mais de toute façon, depuis cet été, moi, je m'en suis pas remise de la réunion en Écosse avec Ursula von der Leyen se couchant complètement devant toutes les exigences de Donald Trump, acceptant de lui acheter des choses dont nous n'avons pas besoin, de lui acheter des armes qu'il ne faut pas lui acheter, etc., etc. Enfin, j'ai trouvé que c'était qu'il y ait des droits de douane qui ne soient pas réciproques, enfin... Le fait qu'on accepte ça, cet été, moi, ça m'a paru absolument un signal d'un niveau de gravité extrême et qui, depuis, ne cesse de se conforter. Et il se trouve là qu'il y a cette négociation sur l'Ukraine que Donald Trump cherche à conduire en harmonie, je dirais, avec les attentes de Moscou et d'imposer un cadre d'accord à l'Ukraine. Et enfin, le fait qu'aujourd'hui, normalement, son émissaire Witkoff et son gendre Kushner, voilà, qui est un mec qui veut faire des affaires, là, que tous les deux avaient rendez-vous avec les Européens à Genève, et qui ne se soient pas arrêtés, et qu'ils ont finalement, ils ont continué avec leur avion, qui sont allés directement à Miami, et qu'ils ont demandé à la délégation ukrainienne de les rejoindre à Miami, et pas de négocier avec les Européens et les Ukrainiens en Europe, c'est d'un niveau d'insulte invraisemblable. Ça veut dire qu'ils mettent les Ukrainiens seuls sans les Européens, et les Européens continuent de ne pas vouloir froisser Donald Trump, de vouloir continuer à être trop aimable, etc., etc. Et ce qui est... donc d'une part, tu as vraiment un effondrement politique de l'Europe face à Donald Trump, qu'on ne désigne pas comme un adversaire, mais qu'on continue de qualifié comme un allié et qu'on veut continuer de mettre dans sa poche et qu'on joue la flagornerie avec lui, etc., etc. Ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, c'est qu'on se rend compte que l'Europe est en train d'abdiquer de tout projet européen de développement. Alors, ça se voit à l'échelle européenne avec le recul systématique sur toutes les questions environnementales, dont on sait très bien que, par exemple, un des enjeux de puissance de la Chine, pas simplement économique, mais aussi un enjeu de soft power d'une certaine manière, c'est-à-dire d'influence. Le fait que la Chine se soit positionnée sur les industries alternatives écologiques, ça lui donne une capacité d'attraction, de relations avec notamment tous les pays du Sud qui sont confrontés à la question du réchauffement climatique, et la Chine, elle arrive avec des propositions. Nous, on est en train de reculer sur tout ça, on est en train de reculer. C'est-à-dire la seule chose qu'on est en train de dire, c'est qu'on va acheter des armes aux Américains. Voilà notre grand projet. Là, j'ai entendu ce matin que la filière hydrogène, elle est en train de se casser la gueule, et que Stellantis est en train de reculer sur ses investissements sur la filière hydrogène. C'est-à-dire qu'on est en train de lâcher sur tout. Et la seule chose que l'on est en train de tenir, c'est acheter des armes. Si c'est ça le projet européen... Acheter des armes aux Américains. Acheter des armes aux Américains. Oui. Je ne parle pas encore on ne va pas revenir sur la discussion qu'on a eue la semaine dernière à propos de l'acier décarboné, le fait que ça doit être... il doit y avoir des moyens pour maintenir une production d'acier décarboné en Europe, et que je suis convaincue qu'on va se faire piller. Enfin, on va se faire pilonner sur l'acier par les Chinois qui feront de l'acier décarboné, parce qu'ils vont construire suffisamment de moyens de production d'énergie décarbonée pour faire de l'acier décarboné. Donc, non, mais c'est insensé ce truc-là. Et Macron qui va en Chine et qui est incapable de dire quelque chose de correct, il vient dire, oh là là, les relations entre la Chine et la France sont trop dégradées, elles sont trop déséquilibrées. On a perdu 2 fois notre niveau d'échange avec la Chine. Mais qu'est-ce que tu proposes, mon gars ? Qu'est-ce que tu proposes ? Tu peux pas juste venir faire ouin ouin quand même. C'est pas digne, ça. Au fond,
cette semaine, j'ai interviewé Richard Verly, qui est le correspondant français du plus grand quotidien suisse. C'est un très bon observateur de la France. Un très bon observateur de la vie politique française. Et il a sorti un bouquin qui est très intéressant sur les relations entre l'Europe et les États-Unis, mais surtout entre la France et les États-Unis. Et il dit, au fond, ça fait des dizaines d'années que nous nous berçons d'un mythe qui n'est fondé sur finalement pas grand-chose. C'est qu'il y aurait une fraternité naturelle entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe et la France. Et il dit, en fait, quand on regarde, c'est pas vraiment vrai. Alors, il y a ce mythe, alors il revient pas dessus, mais on en a après discuté avec lui, mais il dit, par exemple, si je prends, la question de, genre, le fait qu'il nous ait sauvés, de l'emprise des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est vrai qu'il y a eu le grand débarquement, etc. Il faut quand même pas oublier que la raison pour laquelle ils se sont mis en guerre, c'est pas de gaieté de cœur, c'est tiens, on va aller sauver les Européens, tu vois, et les Français, on va aller les débarrasser. C'est parce qu'ils ont été attaqués à Pearl Harbor par les Japonais qui étaient dans l'alliance avec l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. Et que genre, là ils se sont dit, là on n'attaque pas le territoire américain, et genre ils ont répondu aux Japonais bien évidemment, et ils ont dit on va aller continuer, on va poursuivre jusqu'à là-bas. Et après ils l'ont justifié, en disant c'est la démocratie contre la barbarie nazie et le fascisme. Et c'est comme ça qu'ils ont justifié ensuite, et c'est ça qu'il y a écrit dans nos cours d'histoire, c'est comme ça qu'on a justifié en fait cette entrer dans la guerre et cette victoire. C'est la victoire de la démocratie contre eux. Mais au fond, après, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils nous ont envahis, en fait, avec tous leurs produits, avec tout leur soft power et leur hard power. Aujourd'hui, on est complètement dépendant d'eux à un niveau, complètement fou, notamment via les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et compagnie. Enfin, ils n'ont aucunement vocation à entretenir en fait des relations d'égalité avec nous. Ce qu'ils veulent, c'est nous écraser, nous vassaliser. C'est leur seul objectif en fait depuis et c'est de plus en plus, crystal clear, c'est transparent depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir. Oui, il prend plus les pincettes comme les démocrates faisaient, où ils avaient un agenda qui est désormais un peu plus caché. Donald Trump, c'est clair, c'est genre on va vous vassaliser, puis de toute façon on a Google, vous avez tous des Apple, etc. Donc allez tous vous bien faire bien voir et on va tout décider pour vous. Et là on est j'avoue qu'on est bien emmerdé parce que et c'est ça, moi c'est là que je trouve le plus dingue, c'est que on voit Donald Trump, on écoute ses discours, on entend les géants de la tech, la façon dont ils parlent de l'Europe, la façon dont il parle de nous, parce qu'on reste un très gros marché, on est quand même 450 millions de gens très riches par rapport au reste du monde, et on voit comment il parle de nous, et on a des dirigeants politiques, que ça soit au niveau de l'Union européenne, tu parlais d'Ursula von der Leyen, ou d'Emmanuel Macron, qui sont là à continuer de nous faire croire que c'est nos cousins d'Amérique, que c'est nos meilleurs amis, et que surtout ça n'a absolument rien à voir avec les Chinois, les Russes, ou je sais pas quoi, ou d'autres endroits du monde, ou les pays africains, ou les pays d'Amérique du Sud, ou d'Asie du Sud-Est. Et il y a comme s'il y avait un espèce de lien consubstantiel. Alors que les types, ils nous disent explicitement, on va vous écraser, et ils le disent avec un grand sourire. Et nous, on est là, c'est super, vas-y, viens Elon Musk, viens installer tes usines Tesla, après nous avoir fait 3 doigts d'honneur. Enfin, il y a un truc, il y a une relation, il y a une espèce de mythe qui est très profond. Je vois pourquoi il y a ce mythe. Parce que, c'est sûrement parce qu'il y a beaucoup de blancs, et tous les gens dont je parle, là, c'est des blancs. Il y a sûrement une relation un peu religieuse, tu vois, de racines. Ah bah oui, mais le grand-père de Donald Trump, c'était un Allemand. Tu sais, ils ont tous des racines irlandaises, italiennes, les Américains, etc. Mais enfin bon, c'était il y a longtemps, tu vois. Maintenant, je suis pas sûr qu'ils puissent s'en prévaloir et que ça puisse faire d'eux des cousins, quoi. Donc, au bout d'un moment, il faut se rendre compte, quoi. Il faut se wake up et se dire, tu vois, puis je parle en anglais, comme eux, non, mais on se réveille, on se dit, on fait une contre-proposition et on arrête de croire que, ce sont nos amis. Tu vois, ce ne sont pas nos amis, ils veulent nous écraser.
on va mettre sur regard, parce qu'on a eu l'accord de Varoufakis qui nous a autorisé à... C'est en ligne, ça y est. Ça, c'est en ligne, pardon. Bah, c'est plus vite que tu meurs, mais bon, je ne savais pas. Mais enfin, Varoufakis a donné l'autorisation de mettre un texte qu'il a publié et qu'on a traduit, dans lequel il fait le point sur le fait que les États-Unis imposent des lois extraterritoriales. Par exemple, là, en l'occurrence, c'est un juge de la Cour pénale internationale qui en est victime, et on accepte que ce monsieur ne puisse plus utiliser de carte bancaire, ne puisse plus avoir de compte Gmail, de compte internet. On accepte que la puissance américaine soit imposée dans la vie personnelle, détruise la vie personnelle d'un juge de la Cour pénale internationale. Ça, c'est pour moi le signe. Et alors, mais c'est pas le début, parce que l'affaire Guillou, là, ça touche une personne, mais si vous vous souvenez, par exemple, la BNP avait dû payer des milliards d'amende parce qu'elle avait continué de travailler avec l'Iran quand les États-Unis avaient décidé d'interdire. Donc ils imposent au reste du monde leurs propres lois à partir de leur puissance. Ce qui me fait ouvrir et fermer la parenthèse, c'est que dans l'interview que Jean-Luc Mélenchon a donnée à Politis la semaine dernière, il évoque cette question à propos de la puissance du dollar en disant les Chinois posent la question de mettre en place une monnaie internationale qui remette, parce qu'en fait tout ça c'est aussi lié à le fait que les États-Unis puissent imposer leurs lois extraterritoriales sur tout le commerce mondial. C'est lié à la puissance du dollar, puisque tous les échanges se font en dollars, et que donc à partir du moment où ça se fait en dollars, ils imposent leurs règles à eux sur leur territoire dans les échanges qui ne les concernent en aucune façon. C'était la BNP avec l'Iran. Et que donc se pose la question d'inventer, mais je trouve ça dément que ce soit la Chine qui pose cette question, et que l'Europe, qui a expérimenté une monnaie commune, ne soit pas capable d'avancer des propositions pour justement se sortir de la domination du dollar, et que la seule chose qu'elle... Enfin, bon, bref, je pense qu'on est... ce que tu disais, il y a un ambassadeur dans le monde qui dit, un ancien ambassadeur de la France aux États-Unis, qui dit que les États-Unis nous considèrent comme ils considèrent le Guatemala, c'est-à-dire rien, nous n'existons pas. Nous ne sommes... les États-Unis s'en foutent de l'Europe. Donc il faut arrêter de s'imaginer qu'on a un grand frère qui va nous protéger, ou un cousin d'Amérique, et il faut avoir une politique. Mais à part ça, c'est non seulement on est des vassaux des États-Unis, mais en plus on ne dit rien, on ne propose rien, pas plus dans notre projet français, national, que dans notre projet européen. Je souhaite bien du plaisir au camarade Glucksmann quand il va devoir s'exprimer sur le sujet. À bon entendeur. Salut et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.